Alors, on rentre dans le top 10 des dernières vignettes avec la 31, une révolution pour la santé publique en France par Gilles Pialou et Gilles Brucker. Merci de les accueillir. Ici. Alors avec vous, on va se souvenir des profondes mutations induites par le VIH sur la santé publique en France. Ouais, c'est du lourd, là. Gilles, c'est du lourd. En fait, ça aurait pu être Pierre et Gilles, mais c'est un peu plus hétéronormé. Donc c'est Gilles et Gilles. Diapositive. Allez-y. Alors bon, là, on a... Non, mais on en a parlé. C'est un événement, évidemment, qui nous a tous, je pense, marqués. D'abord, avant le décès de Michel Foucault, toute la pensée de Michel Foucault. Ce décès à la Pitié-Salpêtrière. Et puis, Daniel Defer. Il nous manque Daniel, il nous manque sa voix, il nous manque sa pensée, il nous manque son sens de l'humour, au deuxième, parfois au troisième degré. Mais en tout cas, son engagement, la création de Aide, ouvre les portes vraiment de cet engagement associatif qui va complètement révolutionner l'organisation des soins, l'organisation de la santé et porter la voix des malades, et dont on sait que la voix des malades et la voix de la société a été une véritable révolution portée par le VIH. Juste un mot sur Daniel. J'ai remis... Excusez-moi. J'ai remis dans cette diapo un texte qu'on a ressorti au moment de l'enterrement de Daniel, où certains peut-être d'entre vous étaient, où je suis intervenu. C'est un des discours les plus compliqués à faire. Et juste une anecdote sympa pour Daniel, enfin sympa, un peu joyeuse. Comme d'autres, j'ai eu la chance de le voir un peu avant sa mort, notamment à Cognac-G. Et on a évoqué plein de sujets, il avait gardé son humour, etc. Il m'a chambré sur les mecs qui ont des enfants sur le tard, enfin, c'était assez drôle, en me parlant de son frère. Et juste un truc, parce qu'on a évoqué 89, le congrès de Montréal. Et en 89, moi j'ai un souvenir, et je lui dis, mais tu te souviens qu'en 89, on est allé à une boîte, et alors ceux qui sont allés à Montréal connaissent sans doute cette boîte qui s'appelle les Foufounes électriques, ça s'invente pas, un truc comme ça. Et non, mais en plus, c'est une boîte, je suis désolé, c'était pas prévu, mais c'est une boîte qui est incroyable parce que chaque fois que je suis allé à un congrès à Montréal, j'y suis allé, chaque fois les gens qui y sont ont 10 ans de moins, et nous, on a 10 ans de plus. Donc j'ai arrêté d'aller aux Foufounes électriques. Et Daniel, il me dit non, mais on n'est pas allé au Foufounes électriques. Enfin bon, voilà, c'était une petite anecdote sur Daniel qui a gardé son humour jusqu'à quelques semaines avant son décès. Et évidemment, il nous manque énormément. Voilà. Bon, alors, un des tout premiers rapports sur le sida, là aussi par Claude Gau, qui nous a quittés, que tous les gens de la santé publique connaissent bien, qui était engagé sur de nombreux sujets. En particulier, s'il voulait absolument que la limitation de la vitesse pour les voitures soit autour de 50 km/h sur les autoroutes, de façon à être sûr qu'il n'y ait pas d'accident. Donc là, évidemment, cette vitesse-là. Puis on lui a demandé un rapport sur le sida, et c'est assez amusant, c'est Claude Évin qui lui avait demandé. Il a dit, on me l'a demandé parce que j'y connais absolument rien. Mais en tout cas, il avait cette qualité de perception des enjeux à venir. Et on va le voir, le VIH a vraiment révolutionné la santé publique. C'est la meilleure chose qui ait jamais pu arriver à la santé publique, qui était une discipline sinistrée dans les années 80, quand j'ai rejoint cette discipline. Il n'y avait à peu près rien. Il n'y avait pas de pensée, il n'y avait pas d'organisation, on va le voir. Et il a commencé à montrer combien il fallait s'engager et mettre en place les structures. C'était le sens de son rapport. Cette interview là, enfin cette phrase est sortie d'une interview qui a été faite sur Vif, qui est le site qu'a fait Éric Favreau, qu'on a déjà cité. Et dans cette interview, il dit, mais en fait, j'ai discuté avec Claude Évin. Claude Évin m'a dit, mais vous ne devriez pas faire avec 30 spécialistes. Il a dit, mais 30 spécialistes, je vous rends le rapport dans 2 ans. Il dit, mais faites-le avec 10. 10, je vous le rends dans 6 mois. Et en fait, il l'a fait tout seul, ce rapport. Et pour avoir participé à un autre rapport qui est exactement le contraire, qui n'a pas marqué l'histoire, qui s'appelle le rapport Montagnier, lui, il a ouvert toute une histoire des pages. Et voilà, on lui rend hommage aussi. C'est aussi quelqu'un qui a disparu en 2023, qui est un personnage absolument incroyable. Exactement. Alors, une très très grande affaire, alors les plus jeunes ne se souviendront peut-être pas de cette histoire, mais c'est l'affaire du sang contaminé. Là aussi, on a peu de temps, je vais aller très vite. Mais vous le savez, on a réutilisé des produits non chauffés dont on connaissait la dangerosité auprès des hémophiles
des milliers d'hémophiles ont été infectés par le VIH pour écouler des stocks, quelque chose qui nous paraît absolument stupéfiant. Et donc, deux procès importants, Garetta, qui était à la tête de l'organisation de la transfusion et donc qui a été condamné, et puis déjà la vision du procès politique et de la responsabilité des politiques dans cette affaire. Et donc Edmond Hervé, ministre de la Santé, Georgina Dufoy, qui était ministre des Affaires sociales, et Laurent Fabius iront dans un procès, et notamment au niveau de la Haute Cour de justice. Sans doute, ils seront relaxés, c'est vrai, mais en tout cas, c'est le premier coup de semonce considérable qu'il y a une responsabilité des politiques, et donc plus rien ne sera tout à fait comme avant à partir de cette affaire du sang contaminé, et tout ça va conduire à la création des agences dont on va parler. Et j'ai alors, juste une anecdote aussi, c'est que en fait cette histoire, c'est Anne-Marie Casteret qui est plus là aussi, qui a disparu, qui a complètement sorti cette affaire, qui a fait un travail journalistique et un livre absolument incroyable, de masse d'informations dans un contexte quand même très compliqué. Il y avait les hémophiles, il y avait le poids du politique, et vraiment un travail journalistique incroyable. Mais c'est vrai que ce travail journalistique, il avait commencé sans qu'on le sache, que ça s'appelle l'affaire sang contaminé. Et moi, j'ai été auditionné quand j'étais chef de clinique par la juge, Berthola Geoffroy. J'ai oublié son nom, oui, c'est ça. Oui, Berthola Geoffroy. Et c'était assez impressionnant parce que Daniel Defer, justement, m'a expliqué, tu vas voir, elle m'a dit, elle va te poser des questions hyper précises. J'étais rentré dans un bureau parce que j'avais écrit un article en 87 dans Libération qui mettait en cause Fabius, et c'était un des premiers articles, mais je ne savais pas qu'on allait être auditionné. Et je rentre dans ce bureau, et il y avait 2 murs remplis. Alors je lui dis, mais c'est tout ça, le mur, ça c'est pour le sang contaminé? Elle me dit, non, là c'est le sang contaminé, et là c'est l'hormone de croissance. Donc voilà, et première question, c'était genre le 5 mai 1987, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez déjeuné avec les 4 autres journalistes pour vous entendre sur la façon dont vous allez traiter le sujet? Mais moi j'avais mes carnets, mais je ne me rappelais pas du tout de ce déjeuner. Donc c'était que des questions ultra précises sur l'organisation de la couverture médiatique du début de l'affaire du sang contaminé. Alors la question aussi de la transmission par la seringue, elle a été déjà évoquée, elle a été évoquée hier, il y a quelques dates ici, un engagement très important à Médecins du Monde. J'avais été très heureux de participer à ça, je les ai évoqués dans Je me souviens hier. Une contamination très très importante du fait du partage des seringues. Et puis donc c'est là où encore, comme ça a été évoqué dans cette pluridisciplinarité qui nous a été ouverte grâce au VIH, eh bien on découvre le monde des injecteurs, le monde des toxicomanes, qu'évidemment, en tant qu'infectiologue, on ne connaissait pas du tout, et la nécessité de cette écoute, de cette politique de prévention. Je voulais avoir aussi une pensée pour Jean Carpentier, médecin généraliste, qui était très, très en écoute, en accompagnement individualisé de ces injecteurs, et avec qui on a partagé beaucoup de moments extraordinaires de relance de cette politique pour aboutir avec, finalement, aujourd'hui, une vraie politique de réduction des risques. C'est le VIH qui a fait naître le concept et la démarche de réduction des risques, au lieu d'avoir des conceptions binaires. Je suis infecté ou contaminé, on me soigne, je ne le suis pas, j'ai que de la prévention. Il y a toute une stratégie combinée qui, aujourd'hui, se développe très au-delà du VIH. C'est-à-dire que quand on dit le VIH, c'était pas si compliqué que ça, parce que c'était une politique très verticale. En fait, on le voit, le VIH a bénéficié à énormément d'autres problèmes de santé. Et ça aussi, il faut reconnaître que ces 40 ans d'histoire sont vraiment des dates dans l'histoire de la médecine. Voilà, on va aller très vite dans la prolongation de tout ce qui s'est dit, l'affaire du sang contaminé, le rapport de Claude Gau, eh bien, la création en 1998 des agences de veille sanitaire. Je ne détaille pas l'Agence française du sang, l'AFSAPS, l'AFSA, l'IVS, et pour avoir participé et dirigé cette IVS pendant plusieurs années, ça a été quelque chose d'extraordinaire sur de nombreuses maladies, mais notamment sur le VIH, avec, on va en dire un mot, Gilles, la déclaration obligatoire de la séropositivité. Oui, je crois que c'est la dernière diapositive. C'est que l'avant-dernière. Il y a plein de sujets qui sont encore actualisés avec le rapport du Conseil national du sida et l'audit de l'agence française par le FD. Oh là là. Bon, j'y suis pas.
sur la question de la déclaration obligatoire. Et là, vous avez une liste des questions éthiques qui se sont posées à l'époque, et c'était très violent le débat. Moi, je me souviens à Transcriptase, on avait des articles extrêmement violents sur bah oui, mais vous allez ficher les gens, vous allez ficher les gens. Et c'était vraiment. L'IVS a mis en place un système de double anonymisation qui était d'une complexité absolument effrayante, à 28 caractères. Il y avait un premier système d'anonymisation, un deuxième, parce qu'on voulait être sûr que personne ne pouvait accéder à ce qu'on craignait, c'est-à-dire avoir accès à des fichiers de personnes séropositives. Mais ça a été aussi un progrès considérable d'avoir l'ADO de la séropositivité pour l'épidémiologie. Et la dernière diapositive, c'est l'ouverture de ce qu'on a dit, qui est regroupé sous le chapeau de la démocratie sanitaire. Voilà, la loi de Bernard Kouchner, on en a parlé hier avec Didier Tabuteau. J'étais très heureux de travailler avec eux à l'élaboration de cette loi. On en a parlé hier, donc je vais faire très court. Je voudrais juste dire qu'on a cette loi, mais cette loi, elle est formidable pour l'accès aux soins pour tout le monde, mais il faut qu'elle soit appliquée, il faut qu'elle concerne aussi les migrants, parce que le combat n'est pas terminé, il faut continuer, et le droit aux soins, ça me fait penser à ce slogan que nous avions à Médecins du Monde avec Jacques Lebas. Je voudrais aussi parler de lui, avec qui on avait fondé Médecins du Monde et Bernard Kouchner, les soins avant les papiers. Merci infiniment à vous deux pour ces messages toujours aussi forts.